Mondial a récemment et justement souligné que le Royaume avait libéralisé son commerce extérieur et intérieur, réformé le système bancaire et assoupli le régime d'échange. Tout cela évidemment pour accélérer son intégration dans l'économie mondiale. Les projets ne manquent pas, malgré de nombreux atouts, il reste des obstacles à surmonter, et notamment l'éradication de la grande pauvreté, et cela passe évidemment par encore plus de croissance. La question, évidemment, elle n'est pas simple, c'est quels seront les chemins de cette croissance, les secteurs porteurs pour l'économie marocaine, et surtout, puisque nous sommes devant beaucoup d'étudiants, quels seront les hommes et les femmes qui porteront cette croissance, cette montée en puissance du royaume. Pour répondre à toutes ces questions passionnantes, j'ai autour de moi évidemment des personnalités de premier rang, et tout d'abord M. Abdelkader Amara, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, Fatine Laït, présidente de Odo Corporate Finance, Steve Gentilly, président de la BRED Banque Populaire et du Forum francophone des affaires, Moulay Hafid El Alami, président du groupe Saham, Thierry Courteigne, président exécutif du MEDEF International, Abdelmalek Alaoui, président de l'Association marocaine d'intelligence économique, Monsieur Jean-Jacques Van der Slik, directeur zone Afrique du Nord et Moyen-Orient de Safran, et Henri-Louis Védy, professeur émérite d'économie à HEC. Monsieur le ministre, je vous propose d'intervenir un petit peu plus tard dans la discussion. Vous rebondirez sur les autres interventions et puis les interpellations des panélistes. À tous les panélistes, évidemment, ceci est une discussion, donc n'hésitez pas à faire circuler la parole entre vous, à rebondir les uns des autres sur ce que vous avez dit, et s'il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à participer. Et puis évidemment, c'est à vous, au public, que je m'adresse. Évidemment, nous vous laisserons la parole à la fin de cette table ronde. Vous pourrez poser évidemment les questions qui vous tiennent à cœur, qui vous intéressent. Vous pourrez donc interpeller nos panélistes sur les questions importantes pour vous. Alors on va commencer. C'est avec vous, Madame Fatine Laït, que nous allons commencer. Vous êtes franco-marocaine. Vous êtes une figure emblématique de la finance française. Vous incarnez également les deux rives de la Méditerranée, la force du lien entre ces deux rives. Et puis, vous auriez pu être dans un gouvernement ou dans l'autre, dans un français, dans un marocain. Alors, j'ai deux questions pour vous pour commencer, pour lancer ce débat. Comment est-ce que vous voyez la situation économique du Maroc aujourd'hui? Et puis, vous avez quand même une grande expérience dans la finance. Quel défi le Maroc aura-t-il à surmonter justement sur le plan financier depuis la création de la place de Casablanca Finance City? Impressionnant. Écoutez, bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Je ne vais pas vous faire un cours de macroéconomie, malgré les questions qui me sont posées. Je vais essayer d'éviter aussi de faire un long exposé de type café du commerce. Je ne vais pas non plus vous faire une brillante synthèse de tout ce que vous pouvez lire dans la presse, parce que je suis sûre que vous lisez beaucoup. Mais je vais plutôt essayer de vous faire part brièvement de mon expérience et un peu de ma perception en tant que franco-marocaine, en effet, résidant en France, et avec un métier un peu particulier, puisque je dirige une banque d'affaires aujourd'hui, dont le métier est de conseiller en effet les entreprises sur leur politique de croissance et sur leur politique de financement. Donc évidemment, je me sens assez proche de toutes ces problématiques, et évidemment concernée par les sujets économiques, mais aussi, et bien évidemment, les sujets de société. Pour moi, le Maroc aujourd'hui, c'est vraiment un pays de potentiel. D'abord, il y a des fondamentaux qui sont au vert. Il y a une bonne croissance, il y a une inflation qui est contenue, il y a une bonne image, il y a un bon rating des agences de notation. Donc, tout ça sont des éléments extrêmement importants, contexte très important. Ensuite, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, il y a des plans de développement sectoriels qui sont balisés et qui sont précis, que ce soit dans l'agriculture, dans le tourisme, dans le solaire, autre élément très important pour avancer. Et enfin, il y a un déficit public qui est relativement contenu. Donc pour moi, le Maroc présente tous les éléments réellement de potentiel au plan économique. C'est une terre d'élection aussi pour l'accès au grand marché africain.
Et ça, c'est une tendance qui est devenue extrêmement forte, tant pour les entreprises que pour la finance. Et Mounafid Alami pourra vous en parler parce que c'est un de ses dadas. Je suis moi-même administrateur d'une des plus belles entreprises françaises qui s'appelle Bell. Vous la connaissez forcément en tant que Marocain, c'est presque une marque nationale puisque c'est la vache Kiri. C'est aussi Kiri et c'est aussi Babybel. Et bien, cette entreprise, c'est à Tanger qu'elle a choisi de s'installer. C'est sa plus grosse usine à Tanger qui est faite pour arroser toute l'Afrique. Donc c'est un exemple parmi d'autres, il y en aura d'autres et on fera tout pour qu'il y en ait d'autres. Le Maroc, c'est aussi pour moi une terre d'élection pour des grands chantiers. Il se trouve que je suis administrateur de la Fondation Renault et je vois la conviction de ce groupe et son engagement à Tanger-Med. C'est formidable et là encore, c'est un exemple parmi d'autres et il y en aura d'autres. Donc, pour moi, vraiment, que des indicateurs au vert. Et je dirais, vu de la France, le Maroc, c'est encore une terre d'humanité. En termes de relations entre les individus, de respect de l'autre et de ses valeurs. Ça peut vous paraître peut-être un peu curieux et un peu déplacé que je vous parle de valeurs culturelles. Pourtant, c'est une des très grandes forces du Maroc à mes yeux. Moi, j'ai développé une exploitation agricole, ça aussi ça peut vous faire sourire, à Marrakech. C'est l'importance de la terre, de la réalité très concrète, des relations vraies, avec des gens vrais, généreux, et je dirais loin du cynisme européen dans lequel on vit aujourd'hui tous les jours. Et ça aussi, très honnêtement, je pense que c'est un de nos grands actifs. Donc, pour moi, on a un énorme potentiel. Mais c'est vrai, il y a aussi des défis. Les défis, c'est l'éducation, c'est la santé, d'abord, évidemment, mais c'est la compétitivité industrielle, la croissance des exportations pour rééquilibrer le déficit commercial et la balance des paiements. Et puis, effectivement, au plan financier plus spécifiquement, maintenant qu'on a un secteur financier qui est solide et qui est assaini, l'enjeu, c'est vraiment la modernisation du système financier. Parce que c'est parce qu'on peut faire venir des capitaux que on peut se développer, on trouve de l'argent et on peut financer l'industrie et puis les grands chantiers. Donc évidemment, c'est Casablanca Finance City, avec d'abord la nécessité d'une vraie consolidation nationale, avec, je dirais, la cotation du plus d'entreprises possible. À ce titre, en tant que banquier d'affaires, moi j'ai conseillé France Télécom Orange pour faire l'acquisition de Meditel. Donc on a acheté Meditel il y a 2 ans et on a dit que cette société devrait, dès que possible, être cotée en bourse et elle fera partie des grands actifs qui permettront d'animer la bourse de Casablanca. Et ça aussi c'est un exemple et il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres. Une fois qu'on aura fait grandir la place de Casablanca avec des acteurs nationaux, il faudra des acteurs internationaux, étrangers, du Moyen-Orient, des Chinois, des Japonais, des Américains, pour se positionner progressivement comme une bourse régionale. Et là, il y a un travail très important qui est à faire, mais je pense que la stratégie est la bonne et que la stabilité politique du Maroc est une base incroyable dans la région pour les investisseurs. Ça a été rappelé tout à l'heure et c'est pour moi un des éléments fondamentaux et très importants. Donc moi je suis très très confiante, même si dans mon jargon financier il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle des risques d'exécution. Donc c'est vrai qu'il y en a, c'est pas facile à faire, mais j'y crois et je pense réellement qu'on est sur une très très bonne voie. Mais l'essentiel, après tout ça, l'essentiel pour tout ce développement, c'est que le Maroc a besoin de jeunes Marocains multiculturels, de jeunes Marocains qui soient porteurs de modernité, qui soient porteurs d'expertise, qui soient porteurs de gouvernance et d'éthique, et qui soient porteurs de volonté de développer leur pays. On sait que le changement n'est pas porté tout seul, mais il est porté par des individus et par leur volonté propre. Et c'est ça le message que je souhaite vous adresser ce matin. C'est faites confiance au Maroc, donnez-lui le meilleur de vous-même. Pour moi, c'est une vraie partie de ma frustration. Parce que moi, j'ai donné beaucoup à la France. Et puis maintenant, je suis de plus en plus tournée vers le Maroc. Parce que j'ai envie de rattraper le temps de ce que j'ai pas fait avant.
Et mon ambition maintenant, c'est vraiment de pouvoir faire un pont le plus possible, et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Steph Gentilly, vous êtes président de la BREC Banque Populaire et du Forum francophone des affaires. Alors le groupe, on parlait justement de finances à l'instant, le groupe Banque Populaire vient de monter en puissance dans le capital de la Banque Populaire Maroc. Vous parliez de stabilité, Madame Laït. Est-ce que c'est une preuve de confiance dans l'avenir du pays, dans sa stabilité justement? Merci beaucoup. Je salue le Premier ministre Anissé Doguélé qui vient d'arriver, qui est le président du groupe Afrique du Forum francophone des affaires. Alors, vous avez donné la réponse dans la question, puisque nous n'aurions pas investi si nous n'avions pas cru dans le Maroc. Alors, je voudrais d'abord faire une proposition au président. L'année prochaine, cher président, si le Sénat vous offre pas ces salles, la BREC serait ravie de vous accueillir pour la prochaine réunion. Il n'y a pas d'élection à la BREC. Chaque son candidat. Pourquoi nous sommes allés effectivement dans le capital de notre consoeur, la Banque Populaire du Maroc? C'est une vieille histoire entre la Banque Populaire du Maroc et puis la BREC, puisque nous avions participé à la création, à la formation, aussi bien des systèmes de sécurité que des collaborateurs. Nous sommes allés vers notre consoeur de la façon suivante. Dans les autres pays voisins, nous sommes allés en direct. Nous sommes allés en direct parce que nous avons considéré que l'aventure bancaire que vous connaissez bien, chers collègues, devait se faire dans ces pays avec une sécurité qui nous soit propre. Au Maroc, nous avons confiance dans le système politique, économique, financier. Nous souhaiterions, bien sûr, Monsieur le Ministre, que la loi bancaire soit un peu plus assouplie, et nous avons confiance sur l'avenir, et dans l'avenir, dans ce domaine important pour nous. Nous sommes allés au Maroc parce que nous pensons que du Maroc, et c'est d'ailleurs l'accord que nous avons avec la Banque Populaire du Maroc, et je serai à Casablanca d'ailleurs lundi, cet accord nous permettra, comme vous le disiez à l'instant, d'aller à l'international et d'aller dans les pays africains. Nous sommes venus au Maroc, bien entendu, pour accompagner les entreprises françaises, et comme vous le savez, nous avons déjà une structure très importante, qui est le premier cabinet d'accompagnement des entreprises, le premier cabinet européen d'accompagnement des entreprises, qui est Pramex Natixis. J'ai l'honneur de présider. Nous accompagnons des centaines d'entreprises dans votre pays, mais ce que nous souhaitons, c'est aussi de votre pays aller vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Et en cela, c'est grâce à vous, parce que nous avons confiance dans l'élite future du Maroc, l'élite future du Maroc qui est ici, qui se forme à nos écoles, mais qui est formée aussi par les grandes écoles, par les universités marocaines. Donc oui, nous sommes confiants dans le système bancaire marocain. Nous savons que l'industrie bancaire marocaine a, comme notre industrie bancaire d'ailleurs, à se moderniser face à la compétition internationale qui est rude. Nous voyons arriver de nouveaux partenaires avec des moyens considérables par rapport à ce que nous avons. Mais vous avez raison de le souligner, madame. Les liens qui sont les nôtres nous permettront certainement dans l'avenir d'accompagner la Banque Populaire du Maroc dans son aventure, qui est une aventure à l'international, car nous savons tous que les marchés nationaux maintenant ne sont pas suffisants pour continuer à se développer, et nous avons besoin d'aller chercher de la croissance dans les pays émergents. Une manière de se développer, un vecteur, est-ce que ça peut être la langue? Vous avez une double casquette, vous représentez aussi ici le Forum francophone des affaires. En quoi la francophonie peut-elle favoriser ce co-développement alors que justement la francophonie est en crise? Ah, tiens, je viens d'apprendre que la francophonie est en crise, mais Abdelmalek Alaoui, qui est le président du Forum francophone des affaires au Maroc, homme brillant, de très grande qualité et d'avenir. Je viens d'apprendre, cher Anissé Doguélé, que nous sommes en crise. Je ne savais pas, parce que si on regarde dans la croissance, c'est vrai que si on peut dire les crises sont les matins du monde, comme le disait un philosophe allemand, mais dans la crise économique, la francophonie se porte pas si mal que ça. Si on regarde deux pays au G8, le Canada et la France, qui subissent effectivement des crises, mais qui ont su endiguer la déferlante financière, des pays émergents qui se comportent bien, puisque en fin de compte, nous avons tous cherché la croissance dans ces pays émergents,
Alors, qu'est-ce que nous avons fait, le Forum francophone des affaires, qui est, comme vous le savez, un grand réseau d'entreprises. Il est la structure associée, la structure économique associée au sommet des chefs d'État francophones. Là aussi, et grâce à Abdelmalek Alaoui, nous avons fait de nombreuses activités au Maroc. Sa Majesté, d'abord, a remis le prix de la francophonie économique au Palais Royal il y a quelques années. Nous avons signé un accord avec le patronat marocain, avec l'Agence de développement économique, tout ça grâce à vous, cher Abdelmalek. Chaque année, nous accompagnons des centaines d'entreprises. L'année dernière, une délégation de parlementaires et d'entreprises, 200 entreprises, sur le thème du transport et des nouvelles technologies. Alors, pourquoi le Maroc est pour nous? J'oublie de dire que la fondation Banque Assurance Finance, qui est une structure d'utilité publique, d'utilité publique par les pouvoirs français, ont mis leur base à Rabat pour aller justement rassembler les banques, les assureurs et les financiers, chers collègues, dans cette structure. Alors pourquoi le Maroc? Bien parce qu'au Maroc, nous y trouvons ce que vous veniez de dire, la culture, la langue, le développement économique, et puis la volonté de ne pas être hégémonique. Parce que je me rappelle, cher Alaoui, la grande assise économique que nous avions montée avec le Premier ministre, qui avait comme thème « Le monde n'est pas à dominer, il est à partager ». Et c'est bien de ce royaume marocain que cette terminologie pourrait endiguer cette phénoménale crise financière qui s'abat sur nous, parce que nous cherchons quoi dans la francophonie économique? Des solidarités naturelles. Ces solidarités, la langue nous les procure. Voilà pourquoi nous croyons que le Maroc, grand pays francophone, a une énorme place à jouer dans la francophonie économique. Il me semble qu'on vous a tendu des perches. Abdelmalek Alaoui, est-ce que vous pouviez donner votre point de vue justement sur le rôle de la francophonie dans l'éco-développement? D'abord, j'aimerais dire que le président Gentilly est beaucoup trop gentil à mon endroit. C'est lui qui a piloté un certain nombre de ces grandes initiatives bilatérales. Bien entendu, les valeurs de la francophonie, pour répondre à votre question, sont éminemment importantes à ce moment précis de l'histoire des deux rives. Il y a des valeurs éthiques et il y a des valeurs de gouvernance extrêmement fortes qu'elles portent. Je voudrais rappeler que ce grand mouvement qui a balayé le Maghreb, qui a démarré par l'immolation d'un vendeur de légumes, est d'abord un déficit de gouvernance, est d'abord issu d'un déficit de gouvernance et d'un déficit dû à la concentration des actifs entre les mains d'une poignée. C'est là un défi qui nous interpelle tous, qui nous oblige, et pour boucler sur ce thème de la francophonie, oui, le français porte ses valeurs, et je pense qu'il est important, surtout à un moment de tension économique, de ne pas opposer les élites francophiles, francophones, avec les autres élites ou le reste des habitants du Maroc. Nous avons construit un vivre ensemble absolument exceptionnel. Nous sommes un vieux pays jeune, 1400 ans d'histoire et une démographie absolument extraordinaire. Et nous avons une autre spécificité, c'est que nous nous projetons dans l'avenir grâce à un atout exceptionnel qui est que le mandat de notre principal dirigeant est un mandat biologique. Nous pouvons donc construire sur le long terme. Et nous avons l'obligation de bien ranger la maison pour pouvoir être dans la transmission. C'est donc dans ces valeurs-là que le Maroc se retrouve pour les questions de francophonie. Monsieur le ministre, vous voulez réagir? Oui, alors, bon, ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit par mes collègues, quand on parle un petit peu de la situation économique du Maroc, c'est vrai que les fondamentaux, surtout les fondamentaux macroéconomiques, sont globalement sains. Mais il est clair que, puisqu'on s'adresse à une honorable assistance, donc c'est des gens qui connaissent le détail, nous sommes quand même un pays qui a des relations économiques très privilégiées avec l'Europe. Quand on voit un petit peu ce que nous exportons pratiquement sur les 177 milliards de dirhams, c'est plus de 100 milliards qui sont absorbés par l'Europe. Quand on voit ce qu'on importe sur les 358 milliards de dirhams, c'est 200 milliards qui viennent de l'Europe. Puis quand on parle d'Europe, c'est la France, la première, et puis l'Espagne. Donc,
notre économie, quelque part, se trouve liée à un géant économique mondial qui se trouve actuellement dans une zone de turbulence. Il est clair que cette zone de turbulence, bon, il y a des prévisions qui sont un petit peu assez optimistes, ça va décrocher à partir de 2013. Mais je dois dire, en toute honnêteté, en toute franchise, que nous, Marocains, quand on lit les journaux le matin, on commence par lire les journaux pour voir un petit peu ce qui se passe en France, pour qu'on soit un petit peu, j'allais dire, conforté. C'est très important pour nous, d'autant plus que notre économie, sur un certain nombre de secteurs d'activité, enfin, ne serait-ce que le tourisme, l'immobilier, les Marocains qui se trouvent en Europe, est étroitement lié. Alors, ce que nous avons démarré jusqu'à maintenant, et je voulais réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure monsieur Gentil, nous sommes sur un train de réforme. Nous sommes sur un train de réforme et nous sommes conscients, je le dis et je le répète, nous sommes conscients, et moi je le dis toujours aux investisseurs marocains et étrangers, le Maroc n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz. De temps en temps, on parle de quelques poches qu'on trouve à gauche et à droite, mais nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz. Alors ce que nous avons, notre richesse, c'est notre pouvoir attractif des investissements. Et je crois fermement que le Maroc est capable d'attirer les investissements. Et c'est sur c'est à ce niveau-là qu'on est en train de travailler. Alors nous avons démarré un grand chantier de la réforme de la justice qui a été présidé par Sa Majesté. Vous savez, je ne vous cache pas que c'est un sujet très important et c'est un domaine dans lequel ce n'est pas facile de mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Nous sommes en train de travailler sur un cadre législatif pour le droit à la grève. Et moi-même, j'ai lancé à Tanger récemment même une idée assez pionnière de dire qu'il faudrait qu'on commence à débattre sur la flexibilité du marché du travail. Nous n'allons pas attendre de le faire dans la douleur, comme sont en train de faire les Espagnols ou les Italiens. Nous sommes en train d'assainir, j'allais dire, un certain nombre de situations qui étaient quand même anachroniques, la compensation du PAR, problème de retraite, cette hémorragie socio-économique marocaine, les diplômés chômeurs, leur relation avec la fonction publique. Donc il y a un certain nombre de choses. Je pense que tout ça milite en ce sens que notre pays, j'allais dire que sur le plan économique, se trouve dans une bonne voie. Merci. Vous parlez du Maroc comme étant un pays qui attire les investissements, mais c'est aussi un pays qui investit dans d'autres pays, qui s'exportent, puisqu'il d'ailleurs, monsieur Mohamed El Alami peut nous en parler. Vous êtes l'ex-patron des patrons marocains, vous êtes le PDG du groupe Saham, vous avez des ambitions mondiales, vous êtes présent au Liban, dans 12 pays africains et évidemment au Maroc. Vous venez d'accueillir dans votre capitale la Société financière internationale SFI, ainsi que le fonds Abrage pour un peu plus de 250 millions de dollars. Je n'en rajoute pas. Vous incarnez donc ce Maroc qui s'exporte. Attirer des investissements, donc c'est bien, mais pourquoi s'exporter? Comment on le fait? Quelle est votre vision à vous? Alors, je voudrais tout d'abord remercier toute la salle. Je suis impressionné, ça me ramène pour certains quelques années en arrière. Donc je vous remercie de me rajeunir si rapidement. J'ai passé il y a quelques années, enfin j'étais étudiant et j'avais l'espoir de me développer professionnellement à l'étranger. J'ai trouvé que je faisais partie des ambassadeurs de mon pays. Donc je dois dire à la majorité des gens présents dans la salle que nous avons été et vous êtes aujourd'hui des ambassadeurs de notre pays. Et que le fait
de lire dans vos yeux des interrogations, des projections, etc. Je veux dire que quand je suis rentré au Maroc en 88, c'était un autre Maroc, totalement différent, avec très peu de place, d'espoir pour le développement et la création d'un groupe. Donc j'étais salarié, après avoir été salarié au Canada, je suis rentré dans mon pays pour y travailler, et j'ai essayé de nourrir un espoir parfois difficile. Eh bien, je dois vous dire que dans notre pays, je confirme tout ce qui a été dit avant moi. Nous avons un pays qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui a énormément changé, qui a donné des chances énormes à des petits entrepreneurs tels que l'exemple qui est devant vous. Alors je reviens sur la question d'investissement au Maroc. Ce qui a été fait jusqu'à présent et le grand changement qui est fait dans notre pays, c'est le passage de quelque chose qu'on appelait le plan quinquennal, qui est très has-been pour certains, et avec lequel on a vécu pendant plusieurs décennies. Et on prenait le budget des 5 années précédentes et on le développait sur les 5 années futures. Donc il n'y avait pas de BBZ, un budget base zéro les dernières. Et ça nous a donné une trajectoire qui était un peu prévisible. On changeait petit à petit ce qu'on avait fait les années d'avant. Nous avons changé il y a quelques années, moins d'une décennie, la démarche en ayant des plans stratégiques, une vraie vision sur des secteurs, des vraies décisions. Nous avons décidé au niveau du patronat que nous allions être des opérateurs importants au niveau de l'aéronautique. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui au Maroc, cette activité existe. Donc le fait de prendre son destin en main et d'essayer, autant que faire se peut, de le planifier, de le gérer et d'essayer de le concrétiser, a donné quelques résultats. Alors nous sommes passés d'un pays réceptacle d'investissement à un pays, à mon avis, où nous avons la capacité d'exister à l'international, non plus comme réceptacle, mais comme investisseur. À double titre. D'abord, des entreprises marocaines et des petits groupes marocains, dont des plus grands, les banques. On va parler de la Banque Populaire, il y a Tigéri, il y a la BNCE, qui sont des groupes qui se sont déjà exportés bien avant moi à l'international, en particulier en Afrique. Donc nous avons la capacité intrinsèquement d'investir dans des pays voisins. Et deuxièmement, et ça a été mentionné tout à l'heure, le Maroc est devenu, par décision, une micro-plateforme d'introduction des investissements vers des pays voisins et vers l'Afrique. Alors j'en prends pour preuve ce que disait le président Gentil à l'instant, disant que son intervention à la Banque Populaire a une intention de développer, de conforter les implantations en Afrique. C'est le cas d'AXA, qui a déplacé au Maroc son centre de gravité sur les pays africains, et je pourrais vous en citer des dizaines. Nous sommes désormais devenus une plateforme crédible, et à plusieurs titres. Le Maroc a une capacité de développement vers l'Afrique qui est relativement naturelle. Nous sommes reçus vraiment à bras ouverts. Nous avons des pays frères avec lesquels nous entretenons des relations séculaires de qualité, dont le Maroc n'a jamais profité dans le sens positif du terme. On commence à peine à ouvrir ces chantiers avec des résultats assez exceptionnels. Pour parler plus précisément de ma modeste expérience, nous avons fait un développement en assurance au Maroc, qui est un marché très intéressant, avec plein de potentialités et des limites. Nous commençons à avoir le tard des pays qui se sont bien développés avant nous, c'est-à-dire le marché sature un peu. Il ne faut pas croire que nous avons des marchés extensifs à l'infini. Donc, je prends mon cas, en assurance, on arrive à des marchés qui saturent. Nous avons de la rareté de ressources humaines de qualité, contrairement à ce qu'on pense. Dans les centres d'appel, on atteint parfois des limites parce que la concurrence s'exacerbe, parce que nos amis étrangers s'installent à nos côtés. Et donc, un développement sur l'Afrique devient nécessaire, intéressant. Et donc, à partir de là, le co-développement du Maroc vers l'Afrique est un co-développement, entre guillemets, à la marocaine. Et on peut